Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. On va parler politique aujourd'hui parce que c'est la politique ou l'insécurité qui prend tout en otage, ou la politique et l'insécurité prennent tout en otage. On a l'impression que le quotidien de l'haïtien ne se compose que de ça, de la politique et de l'insécurité. Il y a des gens qui parlent du sport aussi, mais le sport, c'est comme un palliatif. En tout cas, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Votre invité aujourd'hui, c'est Charlot Jacquelin Junior, le président d'un nouveau parti politique, Héritage 1804. On va parler politique avec lui. Il suit l'actualité, il est un acteur aussi actif, je le dis, c'est tautologique, pas pléonastique, parce que non seulement il est acteur, mais aussi il mène au quotidien des pas, il fait des pas, il mène des actions dans le cadre de son combat politique. Charlot Jacquelin Junior, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonjour Jean-Jules. Je salue également les téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télémétropole, les internautes également, puisque je vois que vous avez une large communauté d'internautes qui vous regardent. Donc j'espère que nous allons aborder pas mal de sujets ce matin et qui vont permettre à la République d'être édifiée sur certains points, surtout par rapport au point de vue de ce nouveau parti qu'est Héritage 1804. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, vous avez fait un silence. Bon, monde qui est proche, qui a rencontré, etc. Mais nous pas retrouver Charlot Jacquelin Junior, le fougueux, je dirais, le taquin même, on parle de la politique, avec des déclarations un peu constantes dans les médias, et pour qu'ils soient fait silence ça. Bon, je pense qu'à travers l'histoire, à travers l'histoire d'Haïti, mais surtout à travers toute l'histoire de l'humanité, je ne connais pas un seul président de la République qui mourit seul. Ça n'existe pas. Ça veut dire. Donc, cela dit, même après la mort de Jean-Jacques Dessalines, on a vu plus d'une trentaine d'hommes et de femmes ont été assassinés après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Certains ont été assassinés, empoisonnés, d'autres embuscades politiques, etc. Mais un président ne meurt jamais seul. Donc, et comme jeune, j'ai été le plus jeune au sein du cabinet de Jovenel Moïse depuis 2017 jusqu'à sa mort. Et très proche en termes de précision. Nous avons été un peu proches, pas très proches, mais un peu proches, puisque je ne discutais pas de tout avec le président, mais on parlait parfois de pas mal de choses. Donc, il m'est arrivé, après l'assassinat du président, de me poser pas mal de questions. Et puis, je suis rentré personnellement dans une sorte de quête personnelle, à me poser des questions existentielles, des questions sur la vie, sur la mort, sur pourquoi on l'a assassiné à moins d'un an de l'exercice de sa fonction, alors de la fin de son pourquoi mandat. il est mort il est mort seul, etc. Donc, je me suis posé pas mal de questions. Et fort de ces questions, je me suis dit, le plus important à faire, c'est de prendre du recul pour mieux comprendre. Je n'ai pas voulu entrer dans la facilité que font les acteurs, c'est-à-dire à identifier des gens ça et là, des boucs émissaires ou des vraisemblances. Pour amener des campagnes rapidement sur la mort du président. Sur la mort du président, ce n'est pas mon tempérament. Donc, j'ai fait un retrait stratégique. Et puis, après plusieurs réflexions, plusieurs compréhensions de la situation de son assassinat et la situation du pays, je me suis dit, bien sûr avec d'autres amis, et c'est le moment d'organiser, de réfléchir sur quelque chose d'autre. Et c'est ainsi qu'on a réfléchi et qu'on a accouché le projet, le jeune bébé que j'appelle Héritage 1804. On va en parler certainement, mais nous voulons retourner sur quelques petits points que vous mentionnez là dans l'intervention là. Vous dites un président ne meurt jamais seul. Donc, vous faites partie de peut-être pour venir sur un président, un monarque, un roi, un empereur. Donc, il y a toujours un des homme suites, d'État. un homme Maintenant, d'État, et je vais tourner sur ça avec vous, le fait que vous avez reculé, vous avez reculé ça, et la peur d'être ciblé aussi, peut-être, pour n'avoir pas compris, et pour n'avoir pas compris. La peur ne fait pas partie de mon vocabulaire.
Et si je peux citer Napoléon Hill qui disait la seule chose qu'il faut avoir peur, c'est la peur elle-même. Donc je n'ai pas peur. Hein. Maintenant, quand on est un homme d'État, quand on est un homme politique, il faut faire la différence entre avoir peur et prendre du recul pour pouvoir mieux apprécier les interventions, les gens, les acteurs qui étaient en face de Jovenel Moïse, qui sont actuellement pour la plupart au pouvoir, et ses alliés, le comportement de ses alliés, le comportement de son parti politique, le comportement à la limite de son parrain politique, celui-là qui lui a donné tout le support pour pouvoir devenir chef d'État. Donc tous ces comportements pour moi avaient une importance capitale. Donc il fallait que je regardais pendant un temps quel est le comportement de la société, quel est le comportement des acteurs politiques, de son équipe politique, de sa famille politique, si l'on peut dire, etc. Et puis, après plusieurs réflexions, je me suis dit, bon, ok, je me fais un peu certaines idées. Et bon, je laisse à la justice de faire son travail, mais en ce moment, je pense que Jovenel Moïse, c'est un homme, c'est une histoire qui va marquer pendant très longtemps encore l'actualité politique haïtienne, dans la mesure où je ne vois pas encore comment on va faire pour que le président arrive à trouver justice, puisqu'il y a tellement d'enchevêtrement dans ce dossier, il y a tellement de dires, de non-dits, de rumeurs, etc. Mais je pense que c'est un dossier. Tout acteur politique qui se respecte se doit de regarder de très près avec beaucoup de recul et beaucoup de sens critique. Maintenant, vous avez parlé du comportement, je prends ce mot, et c'est à partir de ce mot que peut-être je poser deux, trois questions et également avant de nous entrer peut-être dans l'actualité réelle, là, dans la nouvelle. Donc, comportement des adversaires, certains sont au pouvoir, on dit ça, comportement du parrain, on dit que vous avez essayé de comprendre ça, le comportement de la société. Si on apprend 3 items, si là, comportement des adversaires qui, pour certains, sont au pouvoir, du parrain et notamment de la société. Le mot comportement, c'est le dénominateur commun, mais qui compréhension de tout comportement de 3 entités, ça aussi, nous appelons les entités comme ça. Bon, je me réserve le droit de ne pas exprimer mes idées à ce propos de façon trop ouverte. Puisque, vous savez, c'est un dossier qui est encore pendant. Et je viens de vous le dire, ça va marquer encore une fois pendant longtemps l'actualité politique haïtienne. Mais c'est évident que j'ai ma petite idée sur le comportement des uns et des autres. Mais pour l'instant, je me réserve le droit de me prononcer ou tout au moins de faire des commentaires plus profondément. Mais il y a qui est en prendre dossier président Jovenel Moïse là, après une campagne. Vous pensez qu'il va aller trop vite? Pas d'élection, mais l'héritage doit continuer, les œuvres. Alors, je ne parle pas de l'héritage 1804, 1804 bien sûr. Précision. Mais vous ne sauriez parler d'héritage 1804, nous sommes si jeunes. C'est parce que le mot fait le nom de votre parti, et peut-être par respect et par précision aussi. Bien sûr. Maintenant, il y a des gens qui ont commencé peut-être mener une campagne, qui a dit, bon, il faut que la mission continue, il faut que ceci, cela. C'est comme utiliser la mort du président pour asseoir une forme d'hégémonie politique quelque part, comme des héritiers au premier degré. À chacun son choix, à chacun sa stratégie politique, à chacun sa manière de procéder. Ce n'est pas à moi d'analyser, de critiquer le comportement d'un acteur, sauf que moi, en tant que personne et en tant qu'homme politique, il n'est pas dans ma compréhension, il n'est pas dans ma manière de faire de la politique sur le cadavre de camarades, sur le cadavre d'alliés, de partisans. Pas de machiavélisme politique. Non, pas du tout. Donc, moi, je crois que ce qui s'est passé est très mauvais, mais chacun, en ce qui le concerne, peut essayer de ramener la question dans son chapelle politique pour pouvoir en profiter le maximum. De toute façon, on sait très bien, quand on est un martyr, on a un certain auréole. Donc, le président est un martyr, il est auréolé par ça, et donc n'importe quelle personne de son entourage, de sa famille, peut, à un moment de la durée, essayer d'en profiter. Mais en ce qui me concerne, le pays tout entier sait qu'à un moment de la durée, j'ai été l'un des figures les plus déterminées à porter sa cause, à le défendre. Vous venez de le dire tout à l'heure.
Donc, si je ne le fais pas aujourd'hui, ce n'est pas par naïveté ou parce que je ne peux pas profiter d'un momentum politique. Mais c'est justement parce qu'il y a trop de zones d'ombre dans ce dossier. Donc, je me dis, il faut essayer de comprendre davantage. Donc, mieux vaut continuer mon chemin et tout en continuant à fouiner, à essayer d'enquêter pour mieux saisir ce qui s'est passé. Et depuis, vous avez fondé Héritage 1804 avec des collaborateurs, des amis, des partenaires. Comment va Héritage 1804 ? Jeune parti, Héritage 1804. Comment va-t-il le parti ? Bon, le parti Héritage 1804, c'est le fruit d'un long moment de réflexion patriotique. Nous avons compris que depuis 1986, le départ de Jean-Claude Duvalier, on est en train de nous brandir une démocratie, on est en train de nous vendre des rêves, de nous faire des promesses, majoritairement des promesses non tenues. Et on a compris pendant près de 40 ans, les acteurs politiques haïtiens n'ont pas su. On n'est pas là pour les critiquer. Ils ont apporté quelque chose quand même. Ils se sont battus contre la dictature. Ils sont, pour la plupart, ils ont contribué à la liberté d'expression. On leur doit du respect. Mais une société démocratique digne de ce nom, quand on voit Haïti, on se pose bien de questions. Donc, Héritage 1804, c'est ce retour vers notre histoire où nous nous sommes dit, mais franchement, nos ancêtres en 1804, avant 1804, le 1er janvier 1804, ils ont fait le congrès de l'Arc-Caïel le 17-18 mai. À partir de ce congrès, Pétion et Dessalines se sont entendus et ils ont accepté qu'il y ait au sein de l'armée indigène une unité de commandement. Ils ont donné à Jean-Jacques Dessalines le leadership du commandement de l'armée indigène. Et puis, on a vu l'ensemble des événements qui ont suivi le congrès de l'Arc-Caïel jusqu'à la grande bataille de Vertières. Cap-Haïtien, vous êtes du Nord comme moi. Donc, on a vu ce qui s'est passé. Et puis après, la déclaration de l'indépendance le 1er janvier 1804. Donc, nos ancêtres, en fondant ce pays, ils se sont donné un certain nombre d'idéaux à accomplir. Parmi ces idéaux, faire d'Haïti une terre de liberté, faire d'Haïti une terre de respect. Nos ancêtres, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Henri Christophe, François Capois, ils voulaient construire un grand pays. Maintenant, depuis l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806, on est arrivé à un point où il y a une succession d'événements calamiteux et qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui. Malheureusement, à chaque génération, on est entré dans le même pétrin, on se bat pour le pouvoir, on s'affronte, on s'entre-déchire pour le pouvoir, mais Haïti est en dehors de tout ça. Oui, on veut prendre le pouvoir pour faire quoi? Est-ce que c'est pour améliorer les conditions de vie? Est-ce que c'est pour changer les conditions de vie de la population? Est-ce que c'est pour moderniser le pays? Ce n'est jamais ça l'objectif, en fait, des générations politiques qui ont succédé et la fondation de ce pays. Certains hommes politiques ont arrivé à un moment de la durée, se sont arrivés à un certain point où ils ont apporté du nouveau sur la table. On ne peut pas oublier du Marseille estimé, on ne peut pas oublier Salomon qui a fait des efforts, on ne peut pas oublier d'autres chefs d'État qui ont voulu essayer des choses, les Slimaniga. Mais dans le fond, la majeure partie de l'histoire de ce pays est traversée par des conflits fratricides, je dis bien fratricides, et des conflits qui, quand on les regarde au regard de l'histoire, on se dit que c'est... Héritage 1804 peut apporter une nuance, une différence dans ce monde, si vous voulez, d'événements successifs qui se suivent et qui se ressemblent un petit peu? Bon, nous-mêmes, au niveau de Héritage 1804, on est assez ambitieux. Nous, c'est le pays, nous, c'est Haïti, nous, c'est le peuple haïtien. C'est ce que nous voulons. Nous voulons faire de la politique pour que Haïti arrive à retrouver sa vraie place sur la scène mondiale. En 1804, lorsque nos ancêtres ont fait la déclaration de l'indépendance, ils ont donné une grande destinée à Haïti. Haïti, comme la première république du monde, aurait dû être aujourd'hui la voix de la race noire. Haïti aurait dû être la voix des opprimés à travers le monde, parce que nous n'avons pas donné l'indépendance que pour les Noirs. Nous avons aidé les pays latino-américains à travers Miranda, à travers Simon Bolivar, à se donner eux aussi l'indépendance. Donc Haïti, à partir de son indépendance, avait une destinée
pour jouer un rôle majeur sur la scène mondiale. Malheureusement, les hommes et les femmes politiques qui ont succédé tout au long de l'histoire, une bonne partie d'entre eux n'ont pas compris cet état de fait. Ils n'ont pas compris que nous sommes un peuple qui a un grand destin, qui est appelé à faire de grandes choses. Et donc nous-mêmes, Héritage 1804, en appelant le parti Héritage 1804, nous nous disons que nous sommes en train de réitérer les valeurs qui ont traversé nos ancêtres. Nous sommes en train de dire que nous revenons en arrière, pas pour glorifier le passé, pas pour rester dans un passéiste béat, mais pour dire, à partir de ce passé, nous sommes capables de grandes choses dans le présent et pour l'avenir. Comment est-ce que Héritage se voit-il dans l'actualité aujourd'hui? Bon, dans l'actualité, nous sommes un jeune parti. Un jeune parti, sa mission première, c'est de se renforcer, s'organiser à l'interne. Nous avons besoin de beaucoup de membres à travers le pays et dans la diaspora. Nous avons besoin de beaucoup de cadres. Nous avons besoin de beaucoup de militants. Je dis militants dans le sens positif du terme, puisqu'on a coutume d'utiliser le militantisme de façon péjorative, mais on a besoin de militants, de cadres, de membres pour renforcer le parti, parce que notre objectif premier, ce n'est pas de participer au débat qui se fait aujourd'hui. Est-ce qu'on va participer à supporter un accord à droite ou à gauche, etc. L'objectif fondamental de Héritage 1804, c'est d'exister sur la scène et être force de proposition et le moment venu de pouvoir, s'il le faut, si on arrive déjà à nous organiser, à nous structurer comme on le veut vraiment, eh bien à participer aux prochaines élections. Donc nous avons un agenda très riche, très ambitieux. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre position sur ce qui se passe dans l'actualité politique, mais ça veut dire tout simplement que nous nous organisons pour être un vrai parti politique, pas pour être un parti politique qui cherche ça et là des choses et puis en réalité qui ne s'organise pas, qui ne se structure pas, qui ne forme pas ses militants et qui n'est pas capable d'être force de proposition. Donc nous voulons être un parti qui propose, un parti qui avance, un parti qui attire l'attention des gens, l'attention de la population haïtienne, pour être capable, le moment venu, d'accéder à un minimum de pouvoir, parce que c'est ça également l'objectif réel d'un parti politique. On va voir les propositions de Héritage 1804, mais aussi et surtout l'actualité et Héritage 1804. Certainement, il y a la crise sociopolitique, la dernière visite, ou la première visite du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Il y a aussi ces déclarations autour d'Haïti, au sujet d'Haïti aussi, qui se font comme jeune parti politique. Quel est votre regard, quelle est votre compréhension, mais aussi votre proposition? On parlera de tout ça après la pause. Charlot Jacqueline Junior, nous vous rappelons que vous êtes le président du parti politique Héritage 1804 que nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Métropole. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue ou bon retour à la rubrique Le Point de Métropole. Votre invité d'aujourd'hui, c'est le président du parti Héritage 1804, Charlot Jacqueline Junior. Nous te promettons de nous parler de l'actualité sociopolitique là et des propositions du parti. Jodia, nous dit Jodia, hier encore, ou bien avant-hier encore, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies était en Haïti. Il a fait peut-être des déclarations, mais il a repris certaines déclarations qui ont été déjà faites par plusieurs diplomates étrangers, que ce soit ça qui arrive en Haïti, et ça peut être qui de passage. Dans toute ça, les dire, que ce soit sur la politique, sur la sécurité, sur l'humanitaire, qui est ça qui puisse capter attention? En fait, il y a un dossier qui puisse capter attention. Je pense qu'il t'a supposé capter attention la majorité des Haïtiens qui s'intéressent à l'avenir d'Haïti. C'est le secrétaire général l'a dit, il pense que problème haïtien, c'est haïtien même qui vous gère. Donc, nous sommes venus en toute humilité, nous reconnaître tout le qui passe dans le pays, il y a erreur que l'ONU fait, etc. Mais c'est aux acteurs haïtiens eux-mêmes de résoudre leurs problèmes. Ça dit beaucoup de choses. Parce que récemment, nous avons été ensemble, vous avez parlé de la communauté internationale considère les acteurs politiques haïtiens comme des acteurs mineurs. Alors, j'ai repris les déclarations de certains professeurs. Bien sûr, bien sûr. Maintenant,
capable quelque part de répéter Leslie François Maniga, qui eut à dire, à un moment de la durée, actuellement, l'homme et la femme politique haïtiens, il n'y a pas même besoin blanc vin côté. Il y a peut-être même le dictat du blanc. C'est-à-dire c'est eux qui demandent ça. Donc, en général, on le sait très bien, tout ce qui se passe en Haïti, on attend ce que va dire Washington, qui ça la France pensait, qui ça le Canada pensait. Donc c'est la communauté internationale qui gère Haïti. Et il n'y a qu'en Haïti où un club d'ambassadeurs qu'on appelle co-groupe. Ça n'existe nulle part ailleurs, sauf en Haïti. Donc en général, l'ambassade, ils fait politique pour pays, ils arrivent dans le pays, dans l'État. Eh bien, les différents ambassadeurs de pays étrangers, les grandes puissances particulièrement occidentales, où en Haïti, ils s'organisent en club. Ils ont le corps groupe. Ils parlent de façon commune. Ils s'expriment de façon commune. Donc, leur point de vue sur Haïti, c'est en général des points de vue communs. Donc, moi, je crois que le secrétaire général là, il dit que c'est acteurs politiques haïtiens qui peuvent jouer une solution à la crise haïtienne. C'est la vérité. Et tant que les acteurs politiques haïtiens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est à eux de trouver une solution à la crise actuelle du pays. Nous allons passer un pile temps dans tout l'alito que nous trouvons là-dedans. Mais le vrai problème, ce n'est pas parce que les acteurs ne sont pas conscients de ça. Les acteurs sont conscients c'est pour jouer une solution à la crise là. Mais les acteurs, ils ont chaque temps que le pouvoir, c'est dans les Virginie. Donc, puisque je dis à les gens qui ont le pouvoir dans les lieux, on a parlé d'Ariel Henry et ses alliés, ils n'ont aucune légitimité populaire. Ils ont la de fait, ça a un gouvernement de facto. Mais pendant la de fait, ils n'ont pas envie de quitter le pouvoir pour l'autre groupe. Et aucun autre groupe, tout, pas envie de rentrer dans aucune discussion, négociation autour d'intérêts qui concernent les pays avrés pour permettre que un dénouement de la situation. Donc, au moment, côté que tout le monde campe sous position, ils discutent, ils font des dialogues, mais au final, pour n'accoucher absolument rien du tout. J'ai l'impression que la discussion qu'a faite entre les acteurs, ce n'est pas pour le pays, c'est uniquement Non, pour le pouvoir. Non, mais même si c'est le même pays, mais ce n'est pas le même mot. Ils font des discussions, mais pour accoucher quoi, en réalité? Parce que quand je vois, par exemple, des acteurs politiques haïtiens, et déjà assez brillants, Alors, individuellement. Et puis des fois, APC 20 personnes de projets qu'on parle ni pied ni tête projet. Ouais. Je dis à la quand je vois des acteurs politiques me disent ah oui, il nous faut un président dans ce pays, on a connu, c'est un peuple présidentialiste, etc. Mais dans quel pays, au nom de quel principe aujourd'hui, après l'assassinat d'un président de la République, on peut prendre un citoyen et dire bon lui là, on le met au palais, il est le chef de l'État. Donc quand on voit de telles réflexions, et pas de n'importe qui monde, parler de Sanda Kareli dans le pays, il y a les éminences grises du pays qui abordent des réflexions. C'est comme si on essaie de piécer, on essaie de colmater des brèches, alors que dans une démocratie, la démarche est claire. Est-ce que oui ou non, M. Ariel Henry aujourd'hui n'est pas là de façon, dit, c'est un gouvernement de facto? Bien sûr que c'est un gouvernement de facto. Mais maintenant, il a le pouvoir. De fait, il a le pouvoir. Les autres groupes qui sont en face, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le pouvoir. Ils n'ont pas confiance en Ariel Henry. Ariel Henry ne fait pas confiance aussi à ces groupes-là qui sont en train de l'affronter. Et puis, groupe ça, demain matin, sous retirer Ariel ou Météo, d'autres groupes vont s'émerger et vont se dire, bon, nous ne faisons pas confiance à monsieur Intel ou madame Intel, et ça va continuer un cycle permanent. Mais meilleur gens pour nous gérer en démocratie, c'est justement le pays à Chancely, avec des dirigeants légitimes, gens qui soutiennent l'élection, qui ont un mandat, qui ont une durée. Et à partir de la durée du mandat, eh bien, une fois la durée du mandat finie, eh bien, le peuple reparticiper dans le processus démocratique là, à travers les élections et décider de sanctionner les gens que le pensé pas de bien travail ou bien la gratifier les gens que le pensé que bien travail à travers un autre vote de confiance. C'est comme ça ça se fait dans une démocratie. Mais les acteurs politiques haïtiens, en 2 ans, ils n'ont pas su trouver une entente. Au niveau du gouvernement, on fait passer le temps. J'ai l'impression que chaque 24 heures qui passent, les membres du gouvernement se disent « Ah, c'est une bonne chose pour nous, chaque mois passé, chaque année passée. Et au niveau de l'opposition, c'est-à-dire les groupes de l'opposition, on ne sent pas ce désir, cette envie de dépassement de soi pour que les choses retournent à la normale. Maintenant, on a l'impression que, donc, comme le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, te dit dans un discours à la Jamaïque,
Si, c'est-à-dire, tu as dit que si acteur ont souhaité ça, tu as bien gagné un conseil électoral provisoire, tu as bien gagné et peut-être une marche vers le rétablissement de la sécurité, tu as bien gagné élection. Pendant la fait bilan de ça que les fait, ils mettaient des si, mais en accusant quelque part cette forme d'opposition qui, à tort ou à raison, en face, à contrer, mais à critiquer ça la fait et qui peut entrer dans certaines démarches que les faire. Vous avez l'impression que quelque part, il n'y a rien raison dans... Non, quoi que au niveau du gouvernement, on ne peut pas parler de raison ni de tort, de part et d'autre. Voyez, moi, je crois que les deux camps doivent comprendre que je dis, il faut trouver une entente. Et pour trouver une entente, nous chaque a perdu, nous chaque a gagné. Ça me relève, on approche gagnant-gagnant. Qui permettent Qui permettent que le Premier ministre, là, il n'est pas le chef légitime de ce pays. C'est de facto, monsieur le Premier ministre, là. Donc, si vous êtes Premier ministre par un concours de circonstances, et aujourd'hui, on ne peut même pas parler de mandat de Jovenel Moïse, parce que c'est terminé il y a longtemps. Donc maintenant, et nous sommes dans une situation exceptionnelle. Si on est dans une situation exceptionnelle, les acteurs doivent faire preuve de haute capacité politique et de haute maturité politique pour dire il faut trouver une approche pour sortir de cette situation. Maintenant, pour sortir de cette situation, M. Ariel Henry ne va pas pouvoir se déplacer et dire aux gens qui sont dans l'opposition, allez, je vous donne le pouvoir. Ce serait une absurdité. Et en même temps, on ne peut pas aussi demander aux autres d'accepter que M. Ariel Henry détient pratiquement tous les pouvoirs d'État. Il est Premier ministre, il est ministre, il est législateur, il fait tout par lui-même et pour lui-même. Et puis, on ne peut pas commander d'autres forces politiques pour dire nous allons entrer dans l'élection comme ça. Donc, à ce moment, il faut, autour de la table, qu'on trouve vraiment un vrai accord politique. Parce que tout accord qu'on a fait là, pour la plupart, la grande majorité, c'est de vastes plaisanteries. Parce que les accords se font avec des protagonistes, avec des gens qui sont en désaccord. Or, on voit des groupes s'arrangent, se mettent ensemble et se disent nous faisons un accord là, nous relèvons l'accord, le point. Ça ne se fait pas comme ça dans une démocratie, même en politique. Donc, moi, je crois qu'il faut que les acteurs, ceux qui sont vraiment en opposition à Ariel Henry, pas les amis d'Ariel Henry, pas ceux qui cherchent des opportunités au sein du pouvoir. Je parle de ceux qui sont vraiment en opposition. Et le groupe d'Ariel Henry qui supporte vraiment le Premier ministre, eh bien, ils doivent trouver un terrain d'entente et doter le pays d'un agenda politique clair, avec date, avec échéance. On ne peut pas diriger un pays de façon libre, sans qu'il y ait de date, sans qu'il y ait d'échéance. Et comme M. Henry et tout l'autre monde qui a essayé de chercher pouvoir, je dis, il y a un mandat dans main, son mandat qui supposé qu'il y ait contenu. Dans quel moment, je dis, le pays est prêt pour que la question de sécurité soit abordée, résoudre, ou tout au moins, une palliation qui bat à la question de sécurité. Dans quel moment, je dis, on n'a pas abordé la question du processus électoral là. Quand va-t-on mettre sur pied un CEP? Quand va-t-on préparer le cadre général pour que les partis politiques puissent participer aux élections? Parce que c'est seul à travers les élections que des hommes et des femmes politiques dignes de ce nom appelés pour prendre le pouvoir. En se présentant au peuple et en lui disant, voilà, telle est notre offre politique, qui sont pensés, qui sont voulés, et sous base que le peuple a fait confiance à ça que présenté, eh bien, il dit, bon, ben, un problème, je vote monsieur Intel ou madame Intel. Maintenant, donc, quand on a parlé là, ce qu'on voit aujourd'hui, pour moi, les gens sont en train de faire passer le temps, et en faisant passer du temps, ils sont en train de sacrifier Haïti, et ils sont en train de tuer le rêve de milliers de jeunes et d'hommes, de femmes haïtiens qui aspiraient à la stabilité politique pour entreprendre, pour apprendre, pour créer, pour inventer et pour construire un avenir meilleur. Il y a des gens qui parlaient d'un problème de confiance de toutes parts. À gauche, pas faire à droite confiance, à droite, pas faire à gauche confiance. Il y a peur, peut-être, pour que, soit, si on partage le pouvoir, ils n'ont pas éjecté l'autre quelque part. Est-ce qu'on va penser que, à cause de ça, que les appareils perdurer davantage et que le bénéfice de la crise capable à monde qui est sous pouvoir et surtout lorsque la communauté internationale a presque le même discours sur le dossier élection. Voilà. Même s'il a demandé un consensus et puis élargissement du Haut Conseil de la transition. La première chose, nous sommes en politique. En politique, la question de confiance, ça n'existe pas. Actuellement, c'est légitime que l'un va faire l'autre confiance. D'ailleurs, ils se connaissent. Ils connaissent qui couba, l'autre café, l'autre, etc. Ils se connaissent entre eux. Maintenant, vraie question, c'est les garde-fous qu'il faut mettre.
C'est pourquoi on crée des institutions dans une démocratie. Donc on met des garde-fous. Puisque nous sommes dans une situation exceptionnelle, moi je dis que le combat se passe à l'intérieur. On mène un combat politique à l'intérieur. Donc, je dis à la Premier ministre Ariel Henry, il y a combien de ministres 18 ministres ou 20 ministres environ, je ne sais pas. Mais imaginez-vous qu'il y a vraiment un réel partage de responsabilité ou un réel accord politique. On ne va pas parler de partage de responsabilité de monde qui a besoin des espaces de pouvoir pour se faire une santé politique, non. On va parler, on nous dit que le gouvernement est séparé de moitié. Les groupes qui supportent Ariel Henry ont 50% des ministères et les autres groupes en opposition, il y a 50% de ministères. Mais si je dis à Premier ministre Ariel Henry, il n'est pas le président de la République, il ne peut pas envoyer son gouvernement. Une fois le gouvernement monté, il ne peut pas l'envoyer, le renvoyer. Donc, à l'intérieur du gouvernement, les grandes décisions qui vont être prises, c'est des décisions qu'après sont vraiment en base collégiale. Mais si vous êtes vraiment en opposition avec M. Henry et que vous croyez à des choses ou à des approches qui sont différentes de ces approches, eh bien, une fois à l'intérieur du gouvernement, on peut mener la bataille de l'intérieur. C'est-à-dire faire obstruction sous des bagailles qu'on n'est pas d'accord, sous des démarches qu'on n'est pas là-dedans, etc., etc. À ce moment, le pays a bien capacité. Ça va dire qu'on va faire blocage, ça va dire qu'on va faire boycottage. Mais ça peut être une façon de cohabiter. Parce que vous voyez dans les grandes démocraties, particulièrement côté d'un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, et lorsqu'on majorité parlement et que le président majorité ça pas sorti dans le même parti avec elle, vous voyez, il y a ce qu'on appelle cohabitation politique. Côté président, il y a un premier ministre qui sortit dans l'autre camp. Mais quand le premier ministre cohabite avec le président, il va venir emmerder le président, ni bloquer à faire président, ni boycotter le président, mais en même temps, tout le va venir faire président en cadeau. Donc cela dit, gagner un contrôle et une surveillance de part et d'autre qui pourra permettre que chaque acteur ait le comportement approprié pour sortir le pays de cette ornière et permettre que les élections arrivent à être organisées pour que le pays soit doté de dirigeants légaux qui sont dans le suffrage universel et de dirigeants légitimes, donc qui gagnent au minimum de légitimité. Donc, c'est la même faute de mieux, si permettez-moi ça, faute de mieux, et un parti ou bien l'opposition, tu doit chercher une façon pour cohabiter, même si on n'est pas composé au premier degré avec l'actuel gouvernement. Tu dois gagner au moins un minimum de contrôle d'existence autour du pouvoir pour essayer de contrôler le pouvoir. Moi, je pense que quand on parle de pays, quand on parle d'hommes et de femmes d'État, il y a une façon de faire l'opposition. Si je dis c'était Parlement que tu as gagné, l'opposition t'a fait dans le Parlement, elle t'a fait à travers d'autres groupes qui peuvent partager le même point de vue à président, qui dirigeant, etc. Pour une situation exceptionnelle, M. Henry, c'est de façon exceptionnelle qu'il est là. Il n'a pas été candidat, le président est assassiné, il va même est installé par le président de la République. Donc il est là de façon exceptionnelle. Les autres groupes qui réclament le pouvoir, ils n'ont aucune légitimité pour réclamer le pouvoir. Aucune légitimité. Aussi bien que vous réclamez le pouvoir, je dis à demain, vous prendre d'autres groupes capables en face, leur disant, mais sous quelle base nous prenons le pouvoir nous-mêmes? Et pas moi-même qui prenne. Donc s'ils n'ont aucune légitimité, et il arrive que quelqu'un ou un groupe d'hommes et de femmes ont déjà le pouvoir de fait, ils doivent trouver un terrain d'entente. Maintenant, me dire que, bon, c'est pas possible, on ne se fait pas confiance d'un côté comme de l'autre, mais bien sûr, on est en politique, il ne s'agit pas de confiance. Il est question aujourd'hui de trouver un accord politique pour sortir le pays de cette situation. Maintenant, si on ne parle que de confiance, et on ne met pas les garde-fous, on ne met pas les institutions. Par exemple, moi-même, je pensé, ils ont créé le HCT, le Haut Conseil de Transition, qu'on allait donner au HCT un vrai rôle de mener la transition politique. Comme Haut Conseil de Transition, un peu impartial avec des personnalités de la société civile et du monde politique, représenté bien sûr par Mme Maniga, je pensais que acteurs, d'accord que le Premier ministre Ariel Henry, il administre, il dirige l'administration publique, mais le HCT a le pouvoir politique pour les chita avec les forces de l'opposition, pour chita avec les différents protagonistes et trouver à partir d'éléments, capable de dire que lui ramasser ça et là, une formule pour faciliter que question sécurité a les poser, les sous-table là, faciliter éventuellement si on a fait référendum dans que le fait, et que par ailleurs, convoquer le peuple en circonmise pour qu'il y ait des élections démocratiques et légitimes dans ce pays. C'est ce que je pensais qu'on allait faire. Maintenant, l'homme gardé au bout de 3, 4, 5 mois, ce qu'on a fait du HCT, c'est une vaste plaisanterie. Donc, il y a 3 personnalités de haut cadre, de haut rang dans le pays qui quasiment pas de fin. Ouais, c'est comme un petit club.
peut-être de bonne foi, les gens veulent faire des choses, mais le gouvernement ne leur donne pas assez d'espace pour pouvoir agir. Le gouvernement aurait dû gérer, administrer et laisser le champ politique aux gens du HCT. Il y a plus, on t'a dit neutre par rapport à ce qui se fait. Parce que le vrai problème, c'est avec Ariel et certains membres du gouvernement que les autres forces de l'opposition l'ont. Maintenant, si c'est eux les vrais problèmes, eh bien, il faut donner à une autre instance la capacité d'agir politiquement pour permettre qu'on trouve un dégel de la situation. Malheureusement, on n'a pas vu ça. Et puis, on continue à faire des dialogues dessous et le pays perd du temps, la population perd du temps, mais en même temps, il y a le coût de la vie. Je dis là, la vie est extrêmement chère dans le pays. On vit dans une situation exécrable. D'abord, donc, tout ça, pour moi, c'est vraiment faire perdre du temps au pays et au peuple haïtien. Nous t'ai rencontré sur le plateau même, le professeur René Desroches, qui t'a dit que souvent, ce ne sont pas les acteurs qu'il faut voir dans la crise. Il faut voir les gens ou les acteurs qui sont derrière les acteurs. À ce qu'on appelle des opérateurs politiques ou des opérateurs économiques qui tirent les ficelles. Est-ce que tout débat ça n'est pas fait avec les mauvais acteurs? Il y a des gens qui n'ont pas de pouvoir, pas capable de décider, qui peut-être... Il y a des barrières qui n'ont pas vraiment de force, de pouvoir, de décision sur eux. Moi, je suis toujours contre cette démarche. Quand on est un homme d'État, une femme d'État, on l'est ou on ne l'est pas. C'est ma position. Il y a toujours des mains visibles, dit-on. En matière politique, moi, je plus rejoindre dans la pensée de Soulouk. Et monsieur, si nous mettons chef, ma chef vrai. Donc, cette affaire de dire, mon chef, il y a des tirer ficelle, ça et là, etc., il y aura toujours des gens qui vont essayer de tirer des ficelles, qui vont essayer de trouver des avantages, ça et là. Maintenant, si on a un premier ministre, on a un ministre, on a une position de responsabilité, parce que même si on dit qu'il y a un tirer ficelle, mais l'histoire retiendra que monsieur ou madame Intel n'a pas été à la hauteur. L'histoire n'a pas jamais retenu moun qui derrière qui a tiré ficelle, même s'il est à madame ou, si son monsieur, même s'il est à mari ou si son femme, l'histoire a retenu qu'à un moment de la durée, vous avez été au pouvoir et vous n'avez pas su gérer comme il le fallait. Donc, la responsabilité d'un homme et d'une femme d'État, c'est de jouer son rôle. C'est vous qui avez des conseillers, c'est vous qui avez des groupes d'intérêt qui entourent. C'est vrai ou capable de gagner des gens qui ont tiré ficelle, ça et là. Mais quand même, il faut avoir un minimum de tempérament. Bon, là, ce n'est pas même de mineurs. On va parler de petits gens qui ont dit, par exemple, des gens qui ont tiré ficelle derrière. Il y aura toujours des gens qui tirent les ficelles. Mais quand on a le pouvoir, on l'a. Et quand on ne l'a pas, on ne l'a pas. Donc moi-même, je ne peux jamais dédouaner à aucun moment de la durée, aucun acteur politique qui me dit, ça arrive tout dans l'histoire de l'humanité, hein? Les hommes politiques qui assument leur choix, et on voit comment ils se font assassiner, on voit comment ils se font diaboliser, mais ils assument leur choix. Je ne sais pas si quelqu'un me dit, mon cher, tu as un groupe qui t'a tiré ficelle, etc. On est le Premier ministre net. Assurer les questions de sécurité, moi je disais ça au président Jovenel Moïse, vous êtes le chef de l'État, pas quelqu'un d'autre. Ah non, si on n'a pas besoin de chef d'État, vous pas chef d'État. Donc si vous êtes Premier ministre, vous êtes le Premier ministre. Quel que soit mon cap tiré ficelle là, c'est l'heure à faire maintenant. S'il y a des connivences, de soubassement, des intérêts vraiment sensibles à gérer, qui est capable même de porter préjudice à mon qui détenteur de pouvoir là, à ce moment, si on te tient par les couilles, bon, ça c'est vous-même qui connaît dans quelle quantité de connivence qu'on entre, dans quelle quantité de combine qu'on entre, ça c'est toi. Ça ne concerne pas le pays. Mais pas des douanes et tout pour dire qu'il y a des gens derrière qui font ça et là, etc. Non, quand on est chef, on l'est ou on ne l'est pas. Maintenant, avec situation ça, côté que les acteurs ne s'entendent pas, ils n'arrivent pas peut-être à trouver un modus operandi. On va penser que crise là pour quelques jours, quelques mois et quelques années encore. Parce que les gens ont parlé de tout le temps pas d'élection, pas de nouveau gouvernement et ainsi de suite. Et les élections doivent s'organiser lorsque les conditions sont favorables ou seront favorables. Bon, moi, je dis sincèrement que, pas de volonté politique de part et d'autre. Il n'y a pas de volonté politique. C'est vrai acteur au peuple, mais il n'y a pas voulu créatif, il n'y a pas voulu innover, il n'y a pas voulu prendre initiative, de bonnes initiatives, pour que nous jouions au dénouement de la situation. La deuxième chose, c'est qu'à un moment de la durée que l'on veut ou non, le peuple haïtien va trancher. Ah oui, la population haïtienne va trancher. Parce que la population haïtienne, dans les gens le fait affaire qui est vraiment différent des autres peuples. Donc, par moment, on est capable de comme l'impression que
Ils s'en foutent pas mal de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait. Bon, ça va l'intéresser. Et puis, un matin, ou juste besoin d'un élément déclencheur qui révolte tout le monde, et puis, bloup, ce qui va se passer, va se passer. Donc, moi, je ne pas aimer qu'à un moment de la durée, que nous quittions, que c'est la rue qui décide du destin du pays. Les institutions sont là, les hommes et les femmes politiques font de la politique, justement parce qu'ils disent nous-mêmes, nous aptes à guider les autres, nous aptes à prendre le leadership. Donc, ils doivent faire preuve d'initiative, de créativité, de leadership, pour que nous jouions un dénouement favorable, un dénouement qui n'a pas trop casse la donne, qui n'a pas trop affrontement, qui n'a pas trop, on a dit, sanglant. Ouais, parce que si on quitte à un moment de la durée, c'est l'impatience des gens, parce qu'ils ont un goût, parce qu'ils ont un chômage, parce qu'ils ont senti que trop de temps est en train de filer et que pas rien qu'à régler pour eux et pour le pays. Parce qu'ils ont senti pas de perspective pour eux dans le pays, bon, garanti, à ce moment-là, on a un gros problème. Et si je dis là, les gens qui ont au pouvoir, particulièrement acteurs politiques, ils doivent dire au monde de Joe Biden merci. Parce que s'il n'y avait pas le programme Biden, côté qu'un pile haïtien pensait qu'il y a une porte de sortie vers les États-Unis d'Amérique, bon, garanti, je dis, le pays a enflammé déjà. Donc, la majorité des gens qui vivent dans les quartiers populaires, un pile haïtien pensait, je dis, que c'est nous 3, 4, 5 millions qui peuvent partir aux États-Unis. C'est ça que nous pensons. Donc, ouais, tout le monde a fait passeport. Regardez ce qui se passe devant les services de l'immigration à la LU. Hein? C'est des centaines de milliers de monde par jour qui viennent faire passeport, qui fait moun k'ap ve, est-ce que email l'a tombé déjà, etc. Donc, moi, je crois que il y a pile monde qui attire attention sur ça, si vous permettez de prendre ça comme un exemple. Et c'est un meilleur exemple, je pense, Haïti, hier, jeudi. Dans l'art de la guerre, l'auteur, M. Gomba, il dit qu'il est fondamental. M. dit, l'on attaque un village, il faut toujours laisser une issue à la population. Parce que vous rendez compte que M. Pédé gagne une équipe, chaque côté là, la fonte, il gagne. Et puis, on pourrait dire, monsieur, mais ça passe. Et puis, monsieur dit, expliquez-moi ça va là. Mais qui ça va là en réalité? Tant que moun yo pense qu'on porte de sortie pour eux, ils ne vont pas se battre à corps perdu. Donc, y a dans les décisions, il y a un cap vle goumer, il y a un cap vle courir, etc. Et bien, à ce moment-là, on va gagner la guerre. Shinzo, c'est ça, monsieur dit, dans l'art de la guerre. Donc, c'est la même chose qui se passe en Haïti. Le fait qu'on donne une issue à la population haïtienne à travers ce programme Biden, eh bien, plus fort, on pense que, bon, ils ont appliqué pour moi, ma partie, ou bien je cherche un monde pour me faire appliquer pour moi. Donc, les gens n'ont pas trop intérêt à se battre. Même bon garantie, si le programme ça là, je dis à pays à enflammé déjà parce que la population haïtienne en a marre de tout ce qui se fait en ce moment. Pas la population haïtienne en a marre des hommes et des femmes politiques. Maintenant, pour me faire précision avec vous, peut-être pas précision de manière personnelle, nous allons recevoir bien un échange avec l'ambassadeur suisse là, en Haïti qui parlait de quelques situations similaires que le pays connaît. Mais il y a ça des consensus. Lorsque autour d'une table, il y a discuté, c'est que l'essentiel dans le consensus, c'est que les acteurs ont accepté, mettez intérêt par sur table. Parfois, ils ont perdu plus gros partie dans l'intérêt par eux. Mais le problème qu'il y a avec des acteurs haïtiens, et ça c'est l'observation peut-être, les acteurs veulent discuter de toutes parts, hein, mais en gardant le plus important de l'intérêt. C'est-à-dire, OK, on va discuter de ci ou de ça, mais voici sur quoi il n'y aura pas de limites, c'est-à-dire il n'y aura pas de transgression, c'est-à-dire il y a des limites. Alors ce qu'on dit dans les discussions, les dialogues, il ne faut pas qu'il y ait des balises. Tout peut être accepté, tout peut être repoussé, etc. Est-ce que vous pensez que cette peur de perdre, cette peur de dépassement, cette peur aussi de laisser passer un peu de son intérêt ou la plus grosse part de son intérêt, ou bien pas capable de tout, le nœud gordien, la pierre d'achoppement dans le cadre d'un consensus, d'un dialogue aussi pour un dégel de la crise? Bien sûr que si, parce que si on peut discuter, si on peut négocier, si on peut joindre une entente, on ne peut pas joindre une entente, parce que l'on peut discuter son tabac avec un monde que, ou même avec nous, des positions différentes. Mais il faut discuter de bonne foi. Je ne dis pas qu'il faut discuter naïvement, mais il faut discuter de bonne foi. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas nous-mêmes. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir d'un pays. Ce qui est en jeu, c'est une population qui est aux abois. Il ne s'agit pas des acteurs politiques eux-mêmes. On s'en fout pas mal des acteurs politiques. Mais ça, en jeu là, je dis, c'est instabilité politique,
c'est insécurité, c'est grand goût, c'est chômage, c'est des zones dans le pays qui sont totalement dysfonctionnelles parce que les gens ne peuvent pas passer là-dedans. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si c'est de ça qu'il est question, son économique en chute libre, si c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, en tant qu'acteur politique qui va discuter, donc, les gens qui disent que c'est des hommes et des femmes d'État, ils doivent mettre sous table, ils doivent discuter sans a priori, ça c'est clair, et ils doivent être d'accord que ils sont capables de perdre pas mal de choses que vous avez gagné dans Djakoutio, mais pour que vous mettez tête ensemble et pour payer à lui-même gagner. Parce que la logique, au final, ce qui est plus important pour nous, c'est un dénouement de situation, conditions réunies pour l'élection, et que nous ayons des dirigeants légitimes qui ont exercé le pouvoir public. C'est-à-dire, vous avez des magistrats qui sont élus, députés, sénateurs qui sont élus, président de la République qui est élu. Mais si c'est nuancé peut-être parce que dans cette crise... Regardez ce que font les acteurs et des Augustes. Après la Jamaïque, j'ai entendu une aberration. Oh oui, on va élargir le HCT, au lieu de 3 membres, on va faire 5 membres, il faut un collège présidentiel. Mais dans quel monde on vit? Il faut un collège présidentiel pour faire quoi? Un collège présidentiel pour faire quoi? On va élargir, on va mettre 2 personnes pour donner 5. Ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est la mission qui compte. Quelle est donc aujourd'hui la mission du HCT? Quelle va être donc la mission de ces gens-là qui vont faire partie du collège présidentiel? Est-ce que le gouvernement et les autres acteurs qui sont en opposition avec le gouvernement sont de bonne foi? Quel est l'agenda pour le pays? Dans combien de temps on va trouver vraiment une solution à cette crise pour que les élections puissent être organisées dans le pays dans les meilleures conditions? Comment va-t-on faire ça? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Maintenant, je vois les gens font des discours ça et là, mais c'est juste, ouais, on s'oppose pour être en opposition, on soutient pour soutenir, mais le bon sens, ah oui, la décence, c'est ce qui manque aujourd'hui dans l'échiquier politique haïtien. Il nous manque le bon sens, il nous manque la décence. Parce que la politique, c'est à la fois une science, mais c'est aussi un art. Donc, dans la dimension, de l'art politique, bien de bagailles, des fois, dans nos situations exceptionnelles, il faut savoir inventer, il faut savoir créer, il faut savoir innover. Ce n'est pas pour gagner sinon, où, par exemple, à travers toute l'histoire, il y a des gens qui passaient, particulièrement dans le XXe siècle, là, des hommes qu'on appelle les grands hommes, les grandes femmes de l'histoire. Pourquoi on les appelle grands hommes, grandes femmes? Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont un pouvoir ou bien ils ont mis dans le pays, non. Les gens qui passent chef d'État ou bien chef militaire, etc. Ils sont des grands hommes parce qu'à un moment de la durée, ils ont fait preuve de dépassement, ils ont fait preuve de créativité, ils ont fait preuve de capacité et de leadership. Or, en Haïti, malheureusement, nous avons beaucoup de politiciens, très peu d'hommes et de femmes d'État, et à la limite, très très peu de grands hommes et de grandes femmes. Merci beaucoup, Charlot Jacquelin Junior, président du parti Héritage 1804, qui était avec nous sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier, c'est à moi de remercier la radio Télé Métropole. Et comme je vous dis que le parti est un jeune parti, nous cherchons des cadres, nous cherchons des militants. Donc, je vais donner un numéro de téléphone ici à la télé, 31 15 24 38, 31 15 24 38. Tous ceux-là qui aimeraient participer avec nous dans les réflexions, dans les débats, pour qu'on puisse apporter du nouveau sur la scène politique, ils seront tous et toutes les bienvenus. Voilà qui met fin à la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Votre invité, Charlot Jacquelin Junior. On parlait politique, absolument. Manque de bon sens, manque d'essence, manque d'intelligence politique, tout ça en partie. On en parlait, mais la crise continue et tout le monde a remis soleil à la levée. Mais on espère, on agit, on travaille chaque jour parce que le but de la vie, c'est l'action. Merci beaucoup à toute la technique. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.